Lorsque les audacieuses reçoivent Philippine Delair, cela donne un épisode live où l'on va rire, où l'on va être ému et où l'on va être inspiré. Philippine s'est racontée avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'humour. Peut-être ne connaissez-vous pas son parcours. Peut-être ne savez-vous pas d'où elle vient. Peut-être ignorez-vous ce qu'elle a vécu ces derniers mois. Alors cet épisode ne devrait pas vous laisser indifférent. Il y a des histoires de vie qui marquent, des personnalités qui interpellent, des témoignages qui interrogent. Je suis heureuse aujourd'hui de vous offrir un épisode hors du commun. Belle écoute à tous. Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazit Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple. Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple. Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse. Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification. Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment avec nous. On va démarrer l'interview de Philippine dans Les Audacieuses. Are you C'est ready? parti, oui, je suis contente. Alors, Philippine l'audacieuse, Philippine, une évidence pour nous de t'avoir à nos côtés par ton parcours pro, mais pas seulement. Il y a d'autres points où tu es audacieuse et on va en parler. Je te propose, pour celles qui ne te connaissent pas, ou Ce qui serait très normal de ne pas me connaître, d'ailleurs. Je le prendrais pas mal du tout. A priori, elles ont pris leur billet, elles savent ici qu'elles te connaissent, Okay. mais pas dans le détail peut-être. Donc si tu peux commencer par te présenter personnellement, professionnellement, et puis tu peux me rajouter une audace récente, puisque c'est notre thème ce soir. Ok, alors bonsoir à toutes. Moi, en effet, je m'appelle Philippine Delair. Je suis comédienne et humoriste. J'ai un spectacle que je joue actuellement qui s'appelle Fille à Papa. C'est mon deuxième spectacle. Et en effet, je fais aussi des tournages à côté. Récemment, j'étais dans Culte. Pas beaucoup, donc je vois que ça réagit pas de ouf, mais parce que, ouais, la sœur d'Anaïd. Mais bon, c'était un petit. C'était trop cool. Et après, en effet, j'ai fait ça. Et mon audace récente, parce que là, je me présente, en effet, c'est pas mal, mais vous allez vous prendre un tunnel de moi pendant 1 heure, donc je pense que vous allez entendre beaucoup de choses sur moi après. Et mon audace récente, on va dire par rapport à mon spectacle, c'était il y a 10 jours, je suis allée jouer à Montpellier parce que je joue en tournée un peu partout en France. Et si c'était un truc où j'étais assez fière parce qu'en vrai, j'ai eu un trou de texte et je pensais que ça allait pas m'arriver depuis pas mal de temps, ça ne m'était pas arrivé. Et j'ai eu un trou de texte parce que j'ai décidé juste avant de monter sur scène de tester une nouvelle partie du texte que je venais d'écrire la veille et que je n'avais pas du tout appris, du coup, bien évidemment. Et je n'avais pas prévenu mon régisseur. Et du coup, j'ai vraiment eu un gros trou de texte. Et j'ai demandé à mon régisseur où j'en étais dans le texte. Il me dit Philippine, bien évidemment, je ne sais pas où t'en es puisque c'est pas écrit sur ta conduite. Et ça, c'était vraiment face au public. Et du coup, les gens rigolaient en mode c'est trop bien, ça fait partie du spectacle, sauf qu'en fait pas du tout. Et moi j'étais non mais rigolez pas, en fait c'est vraiment j'en sais rien. Et je suis assez fière de moi parce que j'ai réussi à rattraper le texte vraiment plus loin en continuant à parler, en me disant ok vas-y, où est-ce que tu vas le récupérer ton texte? Et du coup j'ai raccroché. Et ça allait. J'ai réussi à passer au-dessus. On va dire que c'était bien. Bien joué. Là, a priori, ce soir, pas besoin de connaître par cœur parce qu'on va te poser plein de questions sur toi. Et tu sais ça par cœur, j'en suis sûre. Merci Philippine. Alors, on va commencer par parler de ton parcours professionnel, Philippine. Avant d'être l'artiste que l'on connaît, tu as un parcours en psychologie. Pour celles qui ne le savent pas encore, tu as fait la fac de psychologie de Nanterre, si je me trompe pas. Oui. Changer de voie, surtout quand il y a très peu d'élus, demande une forme d'intuition et de courage très forte. Moi, j'ai envie que tu nous expliques ce soir comment tu as pris le risque d'écouter cette petite voix pour réaliser ton rêve et quelles sont les étapes de ce changement de vie.
Ouais, bonne question. Ok. En fait, j'ai commencé j'ai fait une licence de psychologie. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis toute petite, je voulais être comédienne. Et vraiment, j'ai retrouvé mes journaux intimes. J'ai une boîte à souvenirs que je garde et il y a mes journaux intimes dedans et où j'écris moi, je m'en fous, je vais être actrice. Genre, je crois que je suis en CM2 vraiment. Et à l'époque, je voulais être actrice américaine. D'ailleurs, c'est marrant. En effet, je voulais faire ça depuis toute petite et j'avais jamais regardé ailleurs. Donc au moment de la terminale, quand il s'agit de faire les vœux, la admission post-bac, les trucs un peu de l'enfer pour beaucoup d'entre nous, j'ai un peu paniqué et c'est là que je me suis dit ok, faire du théâtre, être comédienne, c'est l'enfer. Enfin, c'est très compliqué comme métier. Il y a très peu de débouchés en effet et très peu d'élus. Donc je me suis dit moi je vais me faire rouler dessus avec mon tempérament. Je suis trop sensible, c'est pas possible. Et à ce moment-là, j'étais en L et en L on travaillait sur Freud. Et en fait c'est vraiment comme ça que je me suis dit ok, psycho ça m'intéresse, fine, on y va. Et je suis allée faire une licence de psycho. Et alors tu dis Nanterre, t'es gentil parce que j'ai fait encore plus de fac que ça. J'ai fait Nanterre, j'ai dû rentrer à Bordeaux. Après j'ai fait un Erasmus à Madrid. Enfin ma licence de psycho je l'ai faite en 5 ans. Un petit peu plus long que la moyenne, mais j'ai fini par l'avoir. Et en effet, à la fin de ma licence, je me suis dit bon, clairement, je peux enfin me projeter. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? La psycho. Il y a peu d'élus aussi, l'air de rien. Enfin, en tout cas, il y a peu de débouchés. Ce qui est vrai, c'est que c'est très compliqué. Donc, je me suis dit, quitte à faire un métier de passion où t'as pas de débouchés, pars dans le théâtre, clairement. Et en fait, c'était génial. Et aussi, pardon, pour faire le lien, c'est que en première année de fac de psycho, j'ai perdu mon père, qui a eu une maladie foudroyante. Et du coup, c'est vrai que, heureusement, dans un sens, je me dis que je n'ai pas fait théâtre à ce moment-là, parce que je ne sais pas si j'aurais continué après la mort de mon père. Et ce qui est bien, c'est que après ces 5 ans de psycho, j'ai atterri et je me suis enfin projetée à nouveau dans le futur et en me disant qu'est-ce qui te rendrait heureuse ? Et le théâtre. Et je suis allée faire les cours Florent. Et en effet, première fois sur les planches au cours Florent. Ça faisait donc 5 ans que je n'avais pas pris de cours de théâtre. Donc je m'étais dit, ok, t'es mignonne, tu dis à tout le monde que tu veux faire ça depuis que t'es petite, mais à tout moment t'arrives sur scène et ça te plaît pas du tout. Heureusement, ça n'a pas été le cas, ça m'a beaucoup plu. Et je suis arrivée au cours Florent et c'est là qu'en effet j'ai commencé après ça, à faire des vidéos sur les réseaux sociaux et à essayer de déclencher un maximum de projets, quoi, d'initier. Quelles briques tu as posées du coup, qui ont fait qu'aujourd'hui t'en es là ? Tu dirais c'est vraiment les vidéos sur Instagram ? Clairement, en fait, les vidéos, ce qui est incroyable, c'est que ça m'a apporté beaucoup de visibilité, surtout au moment du confinement. Il y en a peut-être qui ont découvert pendant le confinement. En gros, c'est vraiment à ce moment-là où tout le monde était sur les réseaux. On l'a vu. Moi, j'ai vu très rapidement que le nombre de vues prenait beaucoup plus que d'habitude. Je suis, oh là là, qu'est-ce qui se passe, c'est fou. Et c'est vrai que ça, c'est génial parce que pendant le confinement, même il y a eu des articles puisque tout le monde était à l'arrêt. Même les journaux, les médias, tout ça, ils cherchaient à faire des articles aussi beaucoup sur les comptes à suivre un peu pour changer les idées. Et j'ai eu la chance d'être citée dans pas mal de comptes, de médias, d'articles. Donc oui, les vidéos, c'est ça qui est génial. Moi, je m'en sers comme d'un CV artistique. Et Insta, c'est fou parce que ça te permet d'être connu d'un public qui ne te rencontrerait pas forcément sinon. Et je trouve que pour ça, il y a énormément de points très très positifs. Et moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai un spectacle. Enfin là, c'est mon deuxième, mais je veux dire, je monte sur scène et moi, c'est ça aussi mon rêve. Et du coup, ce public d'Instagram devient aussi mon public en spectacle et en théâtre. Et ça, c'est incroyable de pouvoir rencontrer les gens en vrai. Donc oui, tous les projets, même les tournages, je parlais de culte, tout ça, ça vient d'Insta à la base. Philippine, avant de changer de voie, d'avoir déjà cette deuxième vie professionnelle, il y a un socle, la famille. J'avais envie de connaître ton contexte familial. En quoi la valeur famille est importante pour toi et comment ça se traduit finalement ? Parce que j'ai tout de suite décelé que tu avais une valeur famille forte. Oui. Tu me l'as confirmé, mais j'aimerais bien t'entendre me dire pourquoi, comment, quel est ton contexte ? Alors moi je suis oui, c'est clairement ça la famille, j'en parle beaucoup et je suis la dernière d'une famille de 4 enfants. Donc en tout on était 6 à la base et en effet je suis très très proche de mes frères et sœurs. J'ai 2 sœurs et un frère et moi j'ai grandi à Bordeaux. On a grandi tous ensemble. Enfin c'était un peu vraiment. Alors je sais pas si je l'ai idolâtré après coup parce que souvent quand une personne meurt on idolâtre un peu la vie d'avant. Mais je pense que vraiment c'était assez incroyable et j'avoue moi j'en rigole beaucoup en disant clairement on était la famille Ricoré. Enfin c'était un truc, c'était un sketch genre où 7 à la maison. Voilà c'était 7 à la maison. À chaque fois j'avais fait des porte-clés pour mes frères et sœurs carrément à Noël en leur disant on est trop insupportable et c'est vrai et après bon du coup c'était très merveilleux et c'était assez fou d'être dans cette famille nombreuse et on est très très proches mes frères et sœurs, ma mère, mon père, j'étais très très proche de lui et bien évidemment du coup quand il est mort ça nous a soudés encore plus et je pense qu'aujourd'hui on s'appelle d'ailleurs avec ma famille c'est drôle on s'appelle la mafia de la merde en se disant il nous arrive que des merdes mais en tout cas on en sort plus soudés et on en rigole aussi parce qu'on a beaucoup d'humour dans ma famille et beaucoup d'humour noir notamment et je pense que c'est ce qui aide à
vous avez peut-être les filles là-bas aussi ça, mais en effet c'est ce qui aide à surmonter beaucoup d'épreuves, parce que l'humour c'est clairement un mécanisme de défense, hein, comme un autre, mais en tout cas ça permet d'aborder beaucoup de sujets et de surmonter des épreuves ensemble. Et ouais, je pense que j'ai assez répondu ou Oui, pas c'est très trop. bien. Ok. Je vais forcément embrayer sur le sujet de la perte de ton père. Tu en as parlé. Tu avais 18 ans. Donc, c'est un moment quand même de construction importante dans une vie de jeune adulte. Comment tu en as fait aussi une force de cette épreuve ? Et qu'est-ce qui t'a aidé en effet à affronter ce deuil solo déjà et en famille ? Donc ce que j'ai dit, c'est que mon père, en effet, il a eu une maladie foudroyante. Ça s'est passé en 2 jours. Il a eu une leucémie. Donc on savait pas qu'il était malade. On savait pas. C'était vraiment comme un effet accident de voiture. Donc t'as pas le temps, même s'il y a pas de temps pour se préparer, il y a jamais assez de temps. Et on se dit toujours, et s'il y avait eu ça, et s'il y avait eu ça. Et je pense que beaucoup d'entre vous savent ce dont je parle. En tout cas, moi, là où je me suis beaucoup rassurée et confortée, c'est dans l'idée que mon père savait pas qu'il allait partir, et du coup je me dis ok, pour nous c'est plus dur parce que il savait pas, mais lui c'est un père de famille qui a 4 enfants, qui a une femme qui ne travaille pas et c'est quand même pas rien, et en fait je me dis lui n'a pas su, il est parti dans son sommeil, donc finalement il a eu une très très belle mort, et ça aide beaucoup pour avancer aussi de savoir ça. En fait je pense on était tellement proches tous que en fait tu te dis tu tiens pour les autres, parce que s'il y en a un qui flanche, ça part en cacahuète et vaut mieux pas. Donc on essaie tous d'avoir le sourire, et surtout mon père était quelqu'un de tellement d'ailleurs c'est fou, enfin je veux dire, je monte sur scène, mon père c'était clairement un clown, c'est la personne la plus drôle de ma vie, je pense, que j'ai rencontrée, en toute objectivité bien évidemment. Non mais je veux dire, c'était quelqu'un qui était impressionnant, et je pense qu'il serait assez fier que je sois sur scène aujourd'hui pour faire des vannes. En tout cas j'ai beaucoup essayé d'évoluer, ma mère pareil, et mes frères et sœurs de la même façon, en se disant ok, tu avances pour lui, et tu avances 1 milliard de fois plus pour lui. Et autant j'ai toujours aimé la vie et j'ai toujours adoré la vie, et j'ai toujours été très positive et optimiste, autant après je me suis dit ok, tu la défonces encore plus et on casse tout quoi. Et ça te donne cette foi en fait à être aussi plus audacieuse finalement, en effet. Voilà, et c'est pas forcément facile, hein. Enfin clairement bien je sûr, dis pas, mais oui. Tu es passé par différentes étapes, et c'est très beau parce que du coup ton père est très intégré aussi, en hommage aussi dans tous tes spectacles. Le premier télédrama que j'étais venue voir avec des copines, tu m'avais cueilli parce que je m'attendais évidemment à un spectacle humoristique, ce qui était le cas, j'ai beaucoup ri, mais cette fin avec vraiment toute ton histoire autour de ton père m'avait vraiment beaucoup émue, et on sentait tout l'hommage que tu faisais à ton père. Et puis le suivant, là, celui que tu joues actuellement, Fille à papa, rien que dans le titre, il est là. Alors est-ce que tu étais une fille à papa ? Oui, clairement. Non, en vrai, ce qui est drôle, c'est que oui, je viens de Bordeaux. J'étais dans un lycée privé jésuite. Enfin, clairement, on est un peu là-dedans, hein. Je viens de ce milieu-là. Et ce qui est drôle, c'est que c'est aussi beaucoup l'image que je renvoie du coup sur les réseaux. Et forcément, notamment dans les personnages que je traite aussi, je fais des personnages de maman compète, ou souvent je parle des sujets type mariage. Donc, c'est des sujets qui sont, on va dire, assez bourgeois du milieu dont je viens. C'est des sujets qui me touchent, qui touchent mes proches. Donc, forcément, je m'en inspire. Mais en effet, j'ai clairement du coup cette image de fille à papa, et je l'assume complètement parce qu'en vrai j'en suis très fière et je suis trop contente de là où j'ai grandi. Après je suis pas forcément complètement une fille à papa dans ce que je suis, mais c'est drôle d'avoir de l'autodérision là-dessus. Et en revanche ce qui est bien, c'est qu'en effet dans ce spectacle du coup Fille à papa, le premier spectacle en effet je parlais de mon père, mais j'étais pas encore prête à en parler tant que ça. C'était un spectacle qui était sur l'univers de la télé, je jouais des personnages, donc je mettais beaucoup à distance de moi. Et là ce nouveau spectacle justement c'est intéressant parce que la plupart des gens qui me suivaient sur les réseaux et qui sont venus me voir dans Télédrama après me faisaient des retours en me disant Philippine, en fait on adore te suivre sur les réseaux, on a l'impression un peu de te connaître, et du coup quand on vient te voir sur scène on aimerait en apprendre plus sur toi. Et mais bon, avant de réussir à faire tomber un peu la façade, il faut du temps. Il faut arriver en effet à se livrer. Même les filles justement qui sont venues me voir en spectacle là dans la salle m'ont dit c'est fou à quel point tu te livres sur scène. Et c'est vrai que dans ce spectacle je mets mes tripes et je mets beaucoup de ma vie, voire toute ma vie, à tel point qu'une de mes meilleures potes était venue me voir à une des toutes premières dates l'année dernière à Nantes, et elle est sortie de scène et vraiment je la voyais un peu pas dépitée mais pas au top. Et clairement je vais la voir et je lui dis c'est pas grave si tu aimes pas le spectacle, ça arrive, c'est plutôt sain de pas aimer, enfin c'est normal et tout. Et là elle me dit non c'est pas ça. Je dis non mais vraiment je te mets très à l'aise, t'inquiète, c'est pas grave, tu peux me le dire et tout. Elle me dit non Philou, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'en fait je suis ta meilleure amie, je te connais depuis qu'on a 3 ans. Elle me dit en fait tu dis tout de toi dans ce spectacle. Elle me dit je sais pas à quel point les gens se rendent compte que c'est vrai tout ce que tu racontes, et encore plus avec ma situation qu'on va en effet à un moment aborder, mais je sors beaucoup de choses très très personnelles. Et du coup mon père bien évidemment j'en parle beaucoup, et clairement en fait la personne que je suis aujourd'hui, c'est fou, mais je dis justement dans ma mort.
c'est un beau lapsus. Dans sa mort, il m'a fait encore plus grandir. C'est là où il m'a le plus appris. Et je me dis que si je suis là aujourd'hui et la personne que je suis sur scène, c'est tellement en partie grâce à lui que, en fait, aujourd'hui, je suis prête à parler de lui sur scène et à le faire rencontrer, on va dire, le public aussi, quoi. Des étapes qui étaient nécessaires et qui ont donné la femme que tu es aujourd'hui. Voilà. Merci déjà de la confiance que tu me fais en acceptant de parler de ce sujet. On va partir sur le sujet du couple, Oui. tout en respectant bien évidemment ton intimité. Mais est-ce que tu veux bien partager avec nous ce que tu appelles toi ta descente aux enfers, pas tant sur les faits que sur vraiment comment tu l'as ressenti, vécu, comment tu t'en es sorti. Oui. Alors, et là, la nana mytho complet, pas du tout. Tout va très bien, Swazik, dans mon couple. De quoi parles-tu? Non, alors, en effet, moi, je pense que peu de personnes le savaient, mais je me suis mariée. Je me suis mariée en 2021, donc il n'y a pas très longtemps finalement. Hein. Et je me suis mariée et j'étais avec mon mari, du coup, depuis 7 ans, quelque chose comme ça. Et bref, j'ai appris l'année dernière qu'il y avait une cocufication, on va dire le mot comme ça, pour que ce soit un peu funky à l'écoute. Et en effet, j'ai appris ça il y a un peu moins d'1 an d'ailleurs aujourd'hui. C'est la première fois que j'en parle autre que sur scène. Donc en effet, Swazik, avec plaisir. C'est quand les filles m'ont proposé justement de faire cette interview, je me suis dit ok, et on a réfléchi à comment on pouvait parler de ça. Et en effet, j'ai appris ça, et du coup, c'est vrai que cette personne, en l'occurrence, je travaillais avec, donc tous les projets pro étaient avec cette personne-là. Et donc, c'est vrai que je parle d'une descente aux enfers parce que du jour au lendemain, il y a vraiment tout mon monde qui s'est écroulé, clairement, mon monde parfait de jeunes mariés, idéalisés peut-être, mais en tout cas, qui était à mes yeux parfait. Et mon monde professionnel aussi, où j'avais cette impression d'avoir quelqu'un qui faisait rempart et qui me protégeait de tout. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvée toute seule à avoir l'impression un peu d'être une coquille vide sans cette personne-là et à avoir peu confiance en moi. Clairement, je me rendais pas compte. Et alors, clairement, ce qui m'a sauvée, c'est la scène. Il y a des filles, justement, qui sont venues voir ce spectacle à ce moment-là, parce que quand c'est arrivé, je devais être sur scène 3 jours après. Alors là, clairement, j'étais incapable d'être sur scène, donc j'ai dû décaler ces dates. Et les gens adorables, c'était en Bretagne, ont réussi à venir. C'était en mai que j'ai dû décaler, donc les gens ont réussi à tenir 6 mois de plus pour venir me voir. Et j'étais vraiment très touchée. Le soir où je suis venue jouer là-bas, j'étais en larmes à la fin. Je suis merci d'être venue et d'avoir attendu, vous savez pas. Donc ils étaient vraiment très mignons. Et en revanche, 2 semaines après, j'étais vraiment sur scène. Et là, j'étais sur scène à Bordeaux. C'était la date que j'avais choisie. Moi, je viens de Bordeaux, comme je vous l'ai dit. Et c'est la date que j'avais choisie comme fin de première tournée, et je me suis dit non, cette date tu peux pas l'annuler, tu peux pas la décaler, faut vraiment que tu montes sur scène ce soir-là. Et ce qui est assez marrant dans un sens, parce que c'est toujours dans les sujets les plus extrêmes de tristesse qu'il y a des sujets absolument extrêmes de rire et de fou rire, parce que les émotions sont très proches, et du coup on peut vraiment passer d'un extrême à l'autre en un claquement de doigts. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à ce moment-là j'étais complètement paumée, enfin vraiment j'étais complètement déboussolée. J'avais arrêté de fumer, j'ai repris la clope, je fumais 2 paquets par jour, enfin c'est-à-dire que même ma mère, ça c'est très drôle, elle va pas aimer que je le raconte, mais il suffisait que j'ai une larme qui coule, elle me foutait un Xanax dans la bouche, donc j'ai été clairement défoncée H24. Et moi je disais mais maman, faut quand même que je la vive l'émotion. Elle fait ouais t'inquiète, mais prends-le quand même là, tu verras, prends-le, tu la vivras après. Je disais ouais mais quand même faut aller au fond et tout quand même et tout. Bref, il se trouve qu'avant de monter sur scène à Bordeaux, on est 2 semaines après, je suis en loge avec ma sœur et ma mère qui du coup habitent à Bordeaux maintenant, enfin sont restées à Bordeaux. Et là, on est en loge et vraiment, il y a ma mère et ma sœur qui sont livides, qui me regardent, parce que jusque-là, j'étais incapable de me concentrer plus de 3 secondes sur une tâche ou quelque chose, et de ne pas fumer une clope pendant plus de 3 secondes aussi. Donc elles me disaient mais comment tu vas faire pour tenir 1 heure sur scène? Et je voyais leur tête, mais vraiment verdâtre, livides, et elles osaient pas me parler, me confronter au truc, genre mais ça va Philou, ça va aller et tout. Elles essayaient de m'envoyer de la force un peu. Je disais ouais ça va et tout. Et là elles partent vraiment pour dire bon bah ça y est, il faut que j'aille monter sur scène. Donc elles vont dans le public, et je me souviendrai toujours des 2 qui me regardent genre allez force, et vraiment qui étaient dépités, genre les 2 étaient en mode qu'est-ce qu'elle fout, genre on a envie de crever. Et alors là ce qui s'est passé, c'est que sur scène, donc ce spectacle, ce qui est assez fou, c'est qu'en effet c'est un spectacle que de base j'avais écrit donc avec la personne qui partageait ma vie à ce moment-là, et en fait c'est un spectacle qui parlait en partie, et d'ailleurs sur la 2e moitié du spectacle, de mon mariage idéal et merveilleux. Donc en effet pas top de parler de ça à ce moment-là.
Et là, j'avais déjà un peu réfléchi, je m'étais dit, ok, comment tu peux réussir, puisque ce spectacle te ressemble tellement, je peux pas mentir. Moi, c'est marqué sur ma tête si je mens et je déteste mentir justement sur scène. Pour moi, tout doit être vrai et spontané. Et je me suis dit, ok, à tout moment, si tu le sens, tu balances en impro ce qui s'est passé. Et là, ce qui est vrai, c'est qu'à un moment, je raconte ma demande en mariage et en l'occurrence, j'ai balancé en impro ce qui venait d'arriver. En revanche, du coup, comme je venais de dire, je viens d'apprendre que, là, vraiment, ma sœur est venue me voir après coup, elle me fait, ok, la vanne, là, c'est super de le balancer, c'est hyper marrant en impro et tout. Elle fait, en revanche, je viens d'apprendre, tu l'enlèves. Parce qu'on a envie de crever pour toi, en fait. On te voit sur scène, on se dit, elle est au bout de sa life, elle a envie de crever. On enlève la temporalité et tout. Et donc après, petit à petit, c'est là que je dis que la scène m'a sauvée, c'est que ça a été un exutoire de fou parce que j'ai pu faire des sketchs en fait de ça et plus que de rire de la personne parce que moi, l'idée c'est pas de faire un lynchage public, clairement pas parce que la personne, elle doit vivre sa vie, elle doit vivre son chemin de vie à elle et moi j'ai fait mon chemin de vie à moi aussi aujourd'hui et je suis très heureuse donc clairement il n'y a pas d'amertume, de haine ou quoi. C'est juste que ce qui me fait beaucoup rire, c'est le côté cocu en fait et l'autodérision sur le fait d'être cocu et sur ma naïveté clairement sur beaucoup de choses et donc bref, ce qui est marrant c'est que à ce moment-là, j'ai commencé à en parler sur scène et bon, j'étais quand même la tête dans le guidon donc j'avais pas trop de recul sur vraiment tout ce qui se passait, mais ce qui est drôle c'est que j'avais vraiment en février, j'ai des notes sur mon téléphone parce que quand j'ai des idées de sketch ou de vidéos, j'écris sur l'application Notes et j'ai vraiment à un moment écrit genre 3 sketchs en février alors que j'avais la tête dedans, j'étais vraiment dans un Zion total que j'ai aujourd'hui écrit justement pour mettre dans cette nouvelle version du spectacle et en vrai je suis super fière de ces sketchs et je les trouve trop drôles et ce qui est fou c'est que depuis que je joue ce spectacle comme ça aussi, en parlant malheureusement de la vie et en fait de la vie qui touche aussi beaucoup de gens, je me rends compte qu'en effet ça touche pas mal de personnes et il y a beaucoup de meufs comme de mecs qui se livrent à moi et qui me racontent leurs histoires et je suis hyper touchée et en fait ce qui est assez impressionnant c'est que toujours à chaque fois heureusement les gens vont bien après hein. Ouais. Donc c'est cool. Ça va ? Moi là où tu m'avais franchement ça va toujours ? tu m'avais scotché donc nous on en avait parlé ensemble avant et ta vidéo du 31 décembre ce sketch où je pense que alors, les gens comprenaient pas forcément. Tout le monde te souhaitait bonne année. Tu disais comment vous voulez qu'on me souhaite une bonne année. Oui. Je suis cocu et pour moi là, si rapidement elle en parle. Bon, tout le monde ne pouvait pas le comprendre et je pense que beaucoup de gens l'ont pris comme un sketch. Mais j'ai vu dans les commentaires, il y a des gens qui savaient et je dis mais comment fait-elle pour Est-ce que peut-être c'était pas du tout calculé d'ailleurs parce que tu l'as fait comme ça t'es venu et t'as eu besoin. Tu te dis la scène a été un exutoire donc peut-être ces vidéos là aussi. Je me souviens pas très longtemps après des vidéos sur le préparation du mariage, tu faisais le sketch du couple où vous choisissiez les rondes serviettes. Alors c'est intéressant parce que cette vidéo justement en effet que j'ai fait je l'ai postée, je crois que c'était le 3 janvier sur le bonne année et tout et c'est vrai qu'en fait à ce moment-là, mais alors là c'est ma sœur Angélique qui a été absolument incroyable parce que c'est arrivé donc début décembre et ma famille a vraiment rappliqué. C'est pour ça aussi quand on parle d'attache familiale, c'est que j'ai appris à ma famille ce qui se passait. Le lendemain, ils ont tous débarqué à 15h. Je les ai appelés à 22h. À 15h, ils étaient tous à Paris. Ils avaient pris des trains de Biarritz, laissé les enfants de Bordeaux. Enfin, ils étaient tous là. Et quand je vous dis que c'est la mafia de la merde, maintenant, on a changé le nom du groupe WhatsApp. On s'appelle la mafia de l'amour parce qu'on est en mode wesh, quand même. Bien. Non, mais c'est assez impressionnant et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai été très, très, très entourée. Et je me disais, c'était vraiment ça. Je me disais, Philippine, t'as une personne qui veut pas être avec toi. T'as vu l'entourage que t'as vu le public qui est là tous les soirs pour être avec toi, c'est des salles qui sont complètes, je dis mais ouais vraiment on s'en fout, genre concentre-toi sur ça et c'est trop dingue. Et là où ma sœur m'a vraiment beaucoup aidée, c'est qu'à ce moment-là du coup je me suis retrouvée un peu sans logement, sans rien. Clairement aussi, il y avait beaucoup de choses en termes de logistique qui changeaient. Donc, je descendais beaucoup à Bordeaux chez ma sœur Angèle. Et justement, elle me disait, Philou, s'il y a bien un truc que tu vas pas lâcher, et elle m'engueulait, elle me disait, tu lâches pas les vidéos. Et elle me disait, tu ne lâches pas, genre, c'est trop important, tu vois toutes les salles, tu fais ton spectacle que tu lances, enfin, il y a trop de trucs qui arrivent grâce à ça, tu lâches pas. Et là, je lui disais, ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas d'idées, en fait. Et je lui dis, moi, le problème, c'est que mes idées, à chaque fois, elles me viennent de choses que je vis. Et donc là, c'était après le Nouvel An, et je lui dis, là, j'ai juste une envie, c'est que j'ai envie de crever, puisque tout le monde me souhaite bonne année, et que l'année, c'est de la merde, et que je viens d'apprendre le pire truc, et que je suis, pire truc selon moi, à ce moment-là, parce qu'il y a des choses bien pires quand même. Mais, et puis d'ailleurs, ce qui me rendait ouf, c'était d'être dans cet état-là, alors que j'ai perdu mon père, et j'étais, mais quand même, t'es dans cet état-là, alors que t'as vécu pire. Mais c'est très différent. J'avais jamais appréhendé la douleur d'une séparation, de la tromperie, tout ça. Et on apprend, c'est intéressant aussi, hein, c'est la vie. Mais en gros, ma sœur me dit ça et je lui dis, j'ai envie de crever, j'ai qu'une envie, c'est de dire, le bonne année, c'est l'enfer et tout. Et là, elle me dit, ok, fais-en une vidéo.
Je fais mais quoi, faisant une vidéo? Je fais ah ouais d'accord, on fait une vidéo sur le fait. Et là en effet j'ai fait cette vidéo où j'ai balancé genre bonne année. Et là t'as la nana qui pète un câble. Bonne année, je viens d'apprendre que mon mec me trompe depuis 6 mois. J'ai envie de crever. Je crois plus en la vie, en rien. Enfin horrible. Et en gros je fais la vidéo et du coup t'as les deux personnes face à elle dans la vidéo qui se retrouvent un peu regard chelou en mode qu'est-ce qu'elle raconte, un peu cafard. Et là ce qui est trop drôle c'est qu'on l'a tourné avec ma sœur. Donc moi toujours il faut avoir le contexte médoc et tout hein, clairement. Donc on est pas loin d'une clope, d'un médoc dans la bouche et tout. Et là bien sûr perte de poids aussi hein, parce que ce serait pas marrant sinon. Là, vraiment cafard. Et en gros ma sœur, je tourne la vidéo et la première prise que je fais de la personne qui pète un câble, je la fais en larmes. Genre vraiment genre bah, merci, sauf qu'en fait viens d'apprendre comment. Et là vraiment ma sœur, elle me regarde, elle est dépitée face à moi, elle me fait non Philou franchement là c'est trop cafard. Enfin tu peux pas faire un truc comme ça. Elle fait là ça me met trop mal. Elle fait là je suis derrière ma caméra, j'ai envie de crever genre vraiment pour toi c'est trop cafard. Et là elle fait non mais je sais pas essayer un truc un peu plus vénère et tout et elle me portait trop genre allez Philou. Et là je fais ok et en effet autour de ce truc elle me fait ok c'est bon là ça fonctionne. Et ce qui était assez marrant c'est que j'ai jamais fait d'annonce publique, clairement je voulais pas ou quoi et surtout pas que les gens aillent stalker ou quoi la personne en question. En revanche ce qui est marrant c'est que les gens qui me suivaient depuis longtemps ont capté versus mes proches qui étaient pas en fait encore au courant la plupart parce que c'était quand même tout récent. Et donc là dans les commentaires il y avait des gens qui, je me suis dit chacun l'interprétera comme il veut, moi je pose ça là voilà, après libre à chacun d'interpréter à sa façon. Et il y avait les gens qui étaient au courant qui étaient là genre courage ma Filou avec d'autres gens qui étaient là en mode attends mais c'est un truc vrai ou parce que moi je suis en train d'identifier ma pote qui pour se taper des barres et tout. Et du coup c'était assez impressionnant ouais. Il y a beaucoup de gens qui l'ont appris comme ça, je pense. Audacieux, je pense, quand même, cette vidéo, même si tu l'as pas certainement vécu comme ça, parce que tu l'as fait effectivement sous tu vois, ta sœur qui t'a impulsé cette idée, qui t'a dit, bah, va sur ce que tu ressens, puisque c'est ça que tu veux partager. Bah, ce qui était très touchant, c'est que pour le coup, cette vidéo, ça je m'en souviendrai, puisque forcément, ça parlait, une des vidéos qui parlait plus de moi, je pense, finalement. Mais en effet, il y a une nana qui m'avait écrit sur Insta, en perso, en me disant, je décèle un peu dans ta vidéo de ça, sache que moi, je suis en train de vivre la même chose. Ouais. Et donc, moi, j'étais là, genre, ouais, body, on est trop pareil et c'était cool. Montons un groupe. Ouais, de ouf. Mais en vrai, il y a un sacré groupe de cocus à faire. Hein. Non, mais en vrai, on est beaucoup plus qu'on ne le pense. Oui, c'est très stylé. Non, mais c'est vraiment. Je pense que tu sais que je le fais ça dans mon spectacle justement depuis peu. Je pose la question et en effet, c'est touchy un peu d'être au courant. Oui. En général. Ouais, pas facile. Ouais, pas c'est facile. ça. Mais bon, en vrai, c'est marrant. C'est un sujet très très intéressant. Je pense que tu vas gagner des vues sur cette vidéo ce soir. Ouais, mais bon, elle est un peu tristoune quand même. Maintenant, je l'ai pas regardée depuis. Ouais, mais quand on va entendre la deuxième partie, on se dira, on peut en rire. Donc c'est vrai. Voilà, ils pourront aller la voir. Merci Philippine. On sent vraiment, c'est que ta communauté t'a beaucoup soutenu, quoi. Il y a un vrai échange et que tu as pu vivre ça avec elle. Et c'est beau à voir. Moi, on a beaucoup parlé d'aléas ce soir. Mon podcast s'appelle L'Aléa. Il explore comment les aléas positifs ou négatifs influencent nos parcours de vie et nos parcours professionnels. Et moi, j'ai envie de savoir, justement, à titre professionnel, puisque cet ex était ton producteur. Non, pas producteur. On écrivait ensemble. Vous écriviez ensemble. D'accord. Comment, justement, au fond du gouffre, tu as réussi à rebondir et à en faire une force et à être encore finalement plus toi professionnellement dans ce que tu véhicules, dans ce que tu partages aux gens sur Instagram et dans tes spectacles? Les médicaments. Non, mais ça a aidé. Non, c'était vraiment pour la vanne, mais clairement c'est vrai. En revanche, non, bien évidemment, qu'est-ce qui m'a aidé, en vrai, ce qui est fou, c'est que quand je l'ai appris, j'ai fait un WhatsApp vidéo avec le groupe. Vous devez tout avoir ce groupe WhatsApp avec nos potes meufs. Enfin, moi j'ai ça avec mes potes. Et du coup, le FaceTime de l'enfer pour elles, en fait, elles ont décroché. Je leur apprends que je suis cocu. Enfin, vraiment, tu sais, c'est un dimanche soir, elles sont toutes là. Ah, ça va, Philou, et toi, t'es là, je suis cocu. L'enfer. Mais bon, tout ça pour dire que à ce moment-là, je leur ai dit ok les filles, je suis au fond, vraiment genre et je sais que ça va être long et dur et très intense, mais il y a un truc que je sais que j'ai en moi, c'est cette force et cette joie de vivre et j'aime la vie et vraiment c'est marrant parce que ça, quand je parle des extrêmes, c'est que ça contraste. J'étais en larmes en train de dire mais j'aime la vie, j'adore ça et la vie elle est belle et en fait c'était horrible. Mais je savais que j'avais ça en moi et du coup je m'étais dit ok il faut juste le trouver. J'ai mis un peu de temps à le trouver, notamment donc ça c'était début décembre et en effet fin janvier j'ai appelé ma mère parce que quand je dis que c'était pas tout rose vraiment hein, je fais genre aujourd'hui ça va très bien mais ça a été long et fin janvier j'ai appelé ma mère. Je venais de lancer le spectacle à Paris justement.
ans, je jouais au théâtre du gymnase et j'avais fait mes 2 premières à Paris, donc l'excitation des premières était un peu passée. Et là, c'est vrai qu'en plus à l'époque, j'avais des chroniques, j'avais des dates de tournée, j'avais le spectacle, j'avais une émission, enfin j'avais beaucoup de choses. C'était très très intense et chargé l'emploi du temps. Et c'est vrai que fin janvier, j'ai appelé ma mère en lui disant, écoute. Ça va vraiment pas. Là, en fait, je devais jouer le lendemain à Paris. C'était un mardi. Et je lui dis, je peux pas. En fait, je vais annuler toutes mes dates. Je peux pas. J'arrive pas. Enfin, je lui ai dit, je crois plus en rien. Je crois plus en moi. C'était très dur parce que pour monter sur scène, il faut quand même avoir une certaine assurance. Et quand elle est complètement cassée, la confiance en soi, c'est violent de monter sur scène et d'assumer un peu ce qu'on dit et de se sentir bien. Et en tout cas, de faire croire aux gens qu'on se sent bien. Et du coup, j'ai vraiment appelé ma mère. Et alors, ma mère donc j'ai été vraiment très très mal, hein, pas bien du tout, en lui disant, voilà, je vais tout arrêter et je veux pendant 2 mois aller quelque part dormir, je ne sais où, mais qu'on me laisse tranquille. Et alors là, la première fois que ma mère, qui pourtant de base était un petit gabarit comme moi, même elle est plus petite et elle est toute menue et elle est toute mignonne, mais c'est vraiment une fille à papa adulte, elle encore plus. et c'est la première fois, on a un rapport copine avec ma mère. Et là, elle m'a vraiment répondu au téléphone et elle m'a dégommée, clairement. Elle m'a dégommée en mode non, tu montes sur scène demain, j'en ai rien à foutre. Et là, vraiment, elle était dans sa voiture parce que je sais, elle était en haut-parleur. Je disais, putain, mais calme-toi, elle va avoir un accident. Elle me hurlait dessus. Moi, je savais, maman, c'est dire, elle disait, j'en ai rien à foutre. Et là, quand ta mère te dit qu'il a perdu son mari, donc mon père, qui était clairement l'amour de sa vie, mes parents étaient très, très, très amoureux et un très, très beau couple. Et ils se sont rencontrés, ils avaient 18 ans. Mon père est mort à 50, donc ils avaient vraiment déjà beaucoup vécu ensemble. Et quand ta mère te dit, on meurt pas par amour, tu te relèves, et là, t'es là. Ouais, en vrai, pourquoi moi je pleure? Genre la meuf, elle te balance ça, t'es là, je suis un peu ridicule à pleurer comme ça, et donc toi t'es là, oui, c'est vrai, t'as raison. Donc elle m'a dégommée, mais elle m'a foutu un bon coup de sanction qui a fait beaucoup de bien, parce qu'après ça, je me suis dit, ok, calmito papito, on va garder les dates prévues, on va pas annuler, demain on va monter sur scène, en revanche on va prendre rendez-vous chez un psychiatre pour avoir des aides médicamenteuses, parce qu'en vrai, ça pareil, j'en parle dans mon spectacle, mais c'est un truc où, quand j'ai commencé à dire à mes potes, parce que j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, et en fait c'est un truc, même moi la première, je disais non mais je vais pas devenir la nana qui prend des antidépresseurs. C'est pas une honte, c'est une aide. Comme ouais, une autre, mais c'est quand même un peu, enfin tu vois dans le regard des gens surtout, genre oui. Tu prends des antidépresseurs, c'est cool. Tu sens qu'ils ont un peu envie de mourir pour toi. En revanche, ça aide beaucoup parce qu'à un moment, en effet, ça fait effet. Je suis arrivée chez ma psy, j'étais en mode, ouais, franchement, ça va beaucoup mieux et tout. Et c'est super bien la vie et tout. Et elle me fait, oui, alors ça, c'est les médicaments qui parlent. Et j'étais, ouais, mais quand même, ça soulage un peu. Et c'est vrai qu'à un moment, quand on n'arrive plus par soi-même, là, moi, clairement, ça m'a aidé. Et donc, en effet, c'est un tout. Et c'est après remonter sur scène, reprendre le sport quand je pouvais le reprendre physiquement aussi parce qu'à un moment, j'ai fait un cours de boxe. Limite, j'ai fait un malaise parce que j'avais perdu beaucoup de poids. C'est tout ça, on va dire. Et tu as recréé un entourage, j'imagine, puisque tu écrivais avec lui tous tes spectacles, même sur Instagram, tes sketchs. Comment tu as fait? J'ai appris surtout à me faire confiance sur Insta, à faire toute seule. Ou pareil, aujourd'hui encore, je peine à avoir confiance ultime en moi sur l'écriture et tout. Mais en tout cas, ouais, je me suis rendu compte qu'en le faisant toute seule, ça marchait aussi très bien. En le faisant avec ma sœur qui me donne 1 milliard d'idées parce que mes frères et sœurs sont parents, donc toutes les vidéos des mamans compètes, des sujets qui traitent à la maternité sont mes sœurs, voilà, c'est ça. Et du coup, en effet, t'as cet entourage. Et pour le spectacle, ce qui est génial, c'est que j'ai réécrit beaucoup de parties de ce spectacle avec une de mes meilleures amies, Adèle, qui elle m'a permis d'évoluer. En fait, je voulais faire des sketchs, mais elle, ce qui est génial, c'est qu'elle a le recul quand moi, je l'ai pas forcément encore complètement. Et là, du coup, on a écrit des choses géniales ensemble, quoi. Alors, on passe sur le sujet de nouveau de la famille. Philippine, tu n'es pas maman, mais tu traites du sujet de la maternité à travers un format qui marche très bien sur Insta et qui me fait beaucoup rire, les mamans compètent. Alors, pour celles qui ne voient pas, c'est vraiment 2 femmes que tu joues merveilleusement bien, qui s'affrontent, qui échangent, mais qui en fait s'affrontent, qui petit à petit vont crescendo sur je suis la meilleure mère et je le meilleur enfant et le plus génie des 2. Et donc voilà, c'est très drôle cette escalade à la perfection. Je voulais savoir d'où tu tirais ton inspiration, pourquoi tu avais choisi ce créneau-là, si ça a éveillé en toi des envies de maternité, et comment tu vis tout ça. C'est des mamans qui parlent, genre, pour celles qui connaissent pas, ça fait « Oh, bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Oui, très bien. » Et c'est la maman d'Oscar et de Noé, tout ça, elles parlent comme ça, elles sont très, très gentilles. Alors ça, pour le coup, c'est la tante de mon ex, dont je suis très proche, et justement, qui avait des filles en âge d'être en primaire, et en fait, qui était à l'école, et vraiment, un jour, il y avait un marathon, je sais, non, pas un marathon quand même pour les enfants. Remarque, pour la mère d'Oscar, ça serait pas mal un petit marathon.
voilà, un cross dans l'école. Et en fait, à un moment, elle tombe sur le week-end la mère de la petite qui a entraîné sa petite fille, sur un parcours en hurlant dans la forêt, genre vas-y et tout. Et là, elle me raconte ça et on se dit putain, mais c'est pas possible. Il y a vraiment un truc des mamans compètes à faire. Donc pour le coup, les mamans compètes sont venues de là. Parce qu'il faut quand même, pour les mamans compètes, il faut avoir des enfants un peu plus âgés, enfin qui sont en âge, genre vous, je pense que c'est pas mal, tu vois, les 5 ans et tout, ça c'est pas mal, tu commences à vraiment voir. Remarque, ça peut commencer à tout âge. Hein. C'est vraiment ça, et après, en effet, moi, ma sœur, Angèle, me donne beaucoup d'idées de vidéos, de thèmes de vidéos de jeunes mères, parce que mes frères et sœurs sont tous devenus parents en 3 ans, en fait. Donc chacun a eu un enfant quasiment en même temps, et du coup, moi, je me suis retrouvée du jour au lendemain, en fait, solo dans ma team sans enfants, au sein de la famille, parce que du coup, ils en avaient tous, et moi non. C'est clairement tous des inspirations quand tu les regardes aussi au quotidien, quoi. Et quelle vision tu as de la maternité ? Alors, c'est une bonne question aussi, hein. J'adore parce que je valide toutes vos questions. Très, très bonne question, ça. Non, quelle vision j'ai ? Alors, c'est assez étonnant et c'est assez marrant parce que j'en parle dans mon spectacle et justement, je parle du fait d'avoir beaucoup de jeunes parents dans son entourage qui n'est pas forcément la meilleure vitrine pro-maternité. Mais ce qui est assez dingue, c'est que j'avais pas encore l'envie d'être mère. Je l'avais jamais trop eu prononcé, on va dire. Et en revanche, quand je me suis séparée l'année dernière, c'est l'une des premières choses à laquelle j'ai pensé. Donc c'est assez fou. Donc l'envie est là maintenant. Ça a fait un petit déclic de l'envie finalement de construire une famille alors que c'était un moment où... Ouais, clairement, il y avait tout qui partait en cacahuète et ça, en revanche, c'était sûr. Trop bizarre dans ma tête, c'était très chelou. Ouais, c'est là et on verra, hein, mais ouais, j'ai l'envie. Non, mais c'est intéressant de savoir que ça a fait émerger ce désir à ce moment-là. Oui, et je pense, c'est ça que je voulais dire, c'est que je pense que c'est parce que j'ai grandi aussi qu'à ce moment-là, c'est arrivé et que même cette expérience de vie m'a fait prendre conscience de quelque chose et en mode, oh waouh, en fait, t'en veux, c'est cool. Cette deuxième partie sur le couple va être un peu plus optimiste, un peu plus gai, parce qu'aujourd'hui tu vas bien. On imagine aisément qu'après l'épreuve que tu as vécue, refaire confiance dans un homme, croire à nouveau que l'amour c'est possible, que ça peut durer, c'est compliqué. Est-ce que pour toi ça a été une question ? Est-ce que quand t'étais au plus profond, tu t'es dit plus jamais, je ne veux plus, je n'y crois plus ? Comment tu t'es préparée à de nouveau avoir le droit, t'autoriser à vivre une histoire d'amour ? Alors, ce qui est impressionnant, c'est que quand c'est arrivé, j'ai pas eu de plus jamais. Je me suis pas du tout dit, ok, je veux plus jamais vivre ça. Alors, en revanche, au début, j'étais clairement à me dire, ok, je revivrai plus jamais ça puisque c'était lui avec qui je voulais vivre tout ça. Donc, le chemin est long avant aussi d'envisager quelqu'un d'autre. J'ai pas eu ça et au contraire, c'est trop bizarre parce que c'est comme le truc de la maternité, c'est très étrange, mais c'est comme si ça m'avait fait encore plus croire en l'amour, c'est chelou. Mais en fait, croire au couple et à me dire justement, c'est là que j'ai grandi aussi. Putain, j'adore, je fais trop de poids entre tout ce que j'ai dit. C'est très doué. Non, mais c'est vraiment ça, c'est que j'ai vachement grandi avec cette expérience de vie et du coup, j'ai pris conscience aussi du couple. Quand tu parlais justement des obstacles, je pense en couple, de quand tu te bats pour ton couple, quand tout ça. Et en fait, j'ai pris conscience de tout ça et je me suis dit, mais en fait, c'est ça le couple. C'est aussi des choses où normalement, tu peux être capable d'en parler avant d'arriver à. Mais si c'est pas le cas, bon, bah c'est pas grave. Mais c'est juste, ok, se réinventer, parler, communiquer. Et moi, je crois que ça c'est possible. Et en fait, je me dis, ok, bah t'étais pas avec la bonne personne pour ça et c'est trop triste parce que tu pensais que c'était elle, mais en fait c'est pas grave et en fait t'as que 29 ans et en fait la vie elle est longue et en fait le couple ça peut être merveilleux. Et justement, ce qui est trop beau, c'est quand tu vois, parce que j'ai appelé ma mère assez vite après ça en lui disant, ok, est-ce que vous avez vécu des choses un peu similaires ? Est-ce que il y a eu des choses comme ça ? Et je lui ai dit, dis-moi tout. Ok, en plus horrible, mon père est mort, mais du coup il peut plus se défendre. Mais genre en gros, dis-moi tout. Si jamais il y a eu des choses comme ça, que je comprenne, parce que vous qui étiez pour moi un couple idéal, est-ce que vous avez vécu ? Et elle m'a dit, écoute Philou, en tout cas que je sache, non, il n'y a jamais eu de choses à ce point-là. En revanche, oui, c'est compliqué. Oui, il y a des moments ton père j'en pouvais plus. Oui, mais il y a des moments moi je l'insupportais. Enfin, c'est normal. C'est qu'est-ce que tu choisis d'en faire de tout ça. Et du coup, ça m'a fait vachement croire à ça et me dire, ok, non, en fait, ça peut exister. En revanche, sur le côté jalouse, j'ai jamais été jalouse de ma vie. Et donc là, c'est un des trucs où je me suis dit justement après que ce soit arrivé, ok, j'ai pas envie que ça me déclenche ça parce que je suis pas jalouse de base et ça m'aurait fait chier de le devenir. Mais
j'ai l'impression que je ne suis pas trop... Oh, j'ai rencontré quelqu'un. Oui, c'est ça que... Ouais, on devait en arriver là, en fait. Voilà, ah oui, évidemment. C'est le point culminant. Non, je me suis mise sur les applis de rencontre. À un moment, je me suis dit, vas-y, en mode un peu ego boost, il faut que tu te fasses draguer et tout. Et mes potes, elles étaient, ouais. Parce que moi, j'ai toujours été la pote du groupe en couple depuis que j'ai 16 ans. Et en fait, je me suis retrouvée la première mariée. Toujours en couple, putain, la première divorcée, bam. Je me suis retrouvée célib à 30 ans, limite, toutes elles étaient en couple. J'étais dégoûtée. J'étais, putain, il n'y a plus les teufs, il n'y a plus rien. Et du coup, je me suis mise sur les applis de rencontre. Et heureusement, j'ai rencontré, heureusement, parce que c'est pas trop un format qui est ultra agréable. Après, il y en a qui kiffent, mais moi, j'avoue, je suis trop pas à l'aise là-dessus. Et en fait, j'ai rencontré très rapidement mon amoureux actuel. Et je ne suis pas jalouse, en tout cas, j'ai pas l'impression. Et l'une, en tout cas, ne fait pas ressentir ça. Et lui est divorcé aussi, donc ça aide. L'air de rien, tu t'entends sur un truc assez commun. Le premier, ça... Ah bah parce que moi, le premier date, j'ai tout raconté. Moi, j'étais en mode, attends, moi, pas de mensonges. Moi, c'est bon, là, si j'ai bien appris un truc, c'est que les mensonges, non, plus jamais. Et je lui ai dit, dès le début, je lui ai dit, voilà ce qui se passe, voilà la temporalité, le timing, un peu en mode, t'as toutes les infos, maintenant tu choisis ce que tu fais, mais moi, je suis comme ça. J'ai balancé que j'étais sous antidep aussi, hein, j'ai tout dit. La totale. Et il est toujours là. Et il te connaissait pas? Et il a pas Insta, donc ça c'est génial. Il connaissait pas du tout. Il savait pas Philippine Delair. Non. C'était juste Philippine. Oui, Philippine. En revanche, ce qui est très drôle, c'est que ses potes meufs me suivaient, certaines. Et du coup, il avait un dîner qu'il a annulé en plus au dernier moment. Moi aussi, j'avais un dîner. Et en fait, ce qui est trop marrant, c'est que du coup, il a annulé en disant je suis avec Philippine. Et là, du coup, j'avais un peu la validation de ses potes. J'étais ravie, j'étais refaite. Donc, c'était cool. Et l'appli de rencontre, tu penses que c'est parce que pour toi, c'était un peu comme un premier test? Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que finalement, de voir qu'éventuellement d'autres hommes peuvent m'intéresser? Enfin, est-ce que je me projette? Est-ce que c'était aussi peut-être pour passer un peu incognito et se dire personne, je peux être juste Philippine sur l'appli de rencontre? Alors justement, le côté incognito n'a pas trop été parce que moi je pensais pas que, enfin moi quand on me reconnaît dans la rue ou quoi, je suis choquée. Du coup à chaque fois je rougis et je suis trop choquée. Limite quand on me demande de prendre une photo, je prends les gens en photo, mais je capte pas que c'est avec moi parce que je suis trop touchée. Enfin, bon bref, c'est un truc de fou, mais j'arrive pas à croire vraiment qu'on me reconnaisse et tout. Donc pour moi, l'appli de rencontre, à aucun moment je m'étais dit et c'est mon frère qui me fait mes biloutes. Ah oui, on m'appelle Biloute dans ma famille. Biloute, genre, vraiment tout. Aucun rapport avec le Nord hein, d'ailleurs, mais bon. En mode, mais t'es malade de te mettre sur les applis. Enfin, il me dit genre à tout moment t'as des gars qui vont te suivre sur les réseaux, genre t'as pas capté, qui vont te connaître déjà et tout. Et moi je dis mais pas du tout. Enfin jamais la probabilité. Oh, et en fait j'ai reçu pas mal de messages genre sur Insta en direct en mode un gars, mais ça c'était trop drôle, qui m'écrit genre coucou Philippine, je crois que tu t'es fait usurper ton identité sur Bumble ou je sais plus quoi. Et là genre moi j'étais trop mal, déjà va justifier de ta vie et tout, genre ouais c'est un peu compliqué en ce moment et tout. Et là genre je réponds pas et genre un message 2 heures après, en revanche si c'est toi je suis chaud d'aller boire une bière et j'ai trouvé ça trop drôle. Mais c'est là aussi où je suis contente de pas y être restée trop longtemps parce qu'en effet où ta tête me dit quelque chose et toi t'es flemme ouais. Mais non, je pense que je m'y suis mise clairement pour un peu pour me changer les idées en mode par message, parler par message à des gens. Ok. Voilà. Pour reprendre confiance, un peu quand même en ton pouvoir aussi. Ouais, alors après reprendre confiance, mais ça peut te la péter encore plus la confiance, les applis de rencontre, parce que tu peux te faire ghoster, on dit ça comme ça. Ouais, je sais pas pourquoi je fais ce signe de la main de côté. Mais oui, en effet, c'est pour ça que c'était bien, c'était rapide. Ouais. Voilà. Et juste une dernière petite question, parce que tu nous as dit que tu avais une image d'un couple parental qui s'aimait énormément. Comment est-ce que ça joue aujourd'hui dans ta façon de te projeter en couple? Parce que souvent on peut entendre que quand on a cette image-là, ça met une pression et que pour le coup on est assez exigeant. Je pense que ça met une pression. Après, je me dis, comme je suis divorcée, finalement, la pression, elle est plus tant là. Okay. Non, mais c'est une bonne question parce que c'est vrai, je me dis, bon, bah, je pense que je devais l'avoir avant cette pression. Mais maintenant, je me dis, en fait, la vie, elle est longue et il peut se passer tellement de choses différentes. Mais que je crois vraiment, moi, j'y crois. Enfin, j'aime trop l'amour, j'aime trop les mariages. J'adore ça. Je suis divorcée, mais j'adore ça, les mariages. J'aime trop. Enfin, c'est trop beau et j'y crois trop. Voilà, on s'arrête là-dessus. Ouais, c'est parfait pour moi. Merci Philippine. Mais avant de terminer, on aime bien finir par une petite interview flash sur le thème de l'audace. Philippine, qu'est-ce que tu dirais à la petite Philippine de 10 ans? Quel conseil tu lui donnerais pour être plus audacieuse? La petite Philippine de 10 ans qui ne parlait pas tellement elle était timide et qui était toujours dans les pattes de ses parents. Pour le coup, parce que autant j'étais méga timide et je parlais pas et j'avais peur et quand on me parlait je me mettais à pleurer, autant j'avais déjà envie d'être comédienne, donc je lui dirais c'est bien, on continue, vas-y, crois en tes trucs et continue là-dedans. Écris-le sur le carnet secret tous les jours, ça va marcher. Ouais, mais je l'avais écrit dans mon journal intime. Bah oui, je suis con. Putain, la vieille, je radote.
ta plus grande audace professionnelle de ces 10 dernières années? Monter sur scène et diffuser, bon alors là je spoil un peu le spectacle, mais diffuser une vidéo de mon père sur scène. Qu'est-ce que pour toi être audacieuse en amour? Apprendre à comprendre l'autre, pas à travers son prisme à soi. Essayer de comprendre l'autre et ce qu'il construit et ce qu'il a vécu pour être là et comment il est aujourd'hui, et pas à travers soi. Je pense que c'est ce que je faisais avant, beaucoup. Et la dernière question flash, c'est quel est pour toi l'élément le plus audacieux que tu pourrais viser pour les années à venir? C'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est de continuer à jouer sous tous les formats possibles, à rencontrer de plus en plus de monde, de public, on va dire par rapport à mon spectacle en tout cas. Mon rêve, c'est de l'amener dans de plus en plus grandes salles pour qu'il soit vu par de plus en plus de monde, et ça, je suis trop heureuse, quoi. Et de toujours réussir à la sortie du spectacle à sortir pour rencontrer tout le public. Ça, tu le fais. Ouais, même Inch'Allah quand il y aura les Zéniths. Ouais, c'est exactement ce qu'on te souhaite. Un petit mot pour finir, pour remercier les partenaires qui vous gâtent ce soir. Donc bien sûr d'abord le Boudoir des Muses qui nous accueille. Moi je dis tout le temps, faites des escapades à deux, même 24 heures. Donc même si vous êtes parisien, franchement, c'est un super beau cadeau de Noël à vous faire. Parce que là vous voyez cet endroit-là, vous n'avez pas vu les chambres qui sont somptueuses, et dessous il y a les bains, donc avec piscine, sauna, hammam, dans un décor incroyable. Donc super expérience à vivre à deux. Donc merci le Boudoir. Lilet, toujours très fidèle pour nos événements. Donc un grand merci. Et puis il y a les confettis qui nous accompagnent aussi, la revue avec Perrine Bonafos. Vous pourrez vous servir là toute avant de partir. Et puis vous avez un petit carnet aussi Amour Toujours, bien évidemment, glissé dans vos sacs. Et je profite pour faire une petite autopromo. Le prochain événement, ce sera le 10 décembre ici, juste Amour Toujours, que je fais avec Caroline, sur un thème qui me sera un peu de ma zone de confort, puisqu'on sera, alors sur le thème en soi non, puisque c'est aimer soi-même pour aimer l'autre, mais on ira avec Caroline sur une approche un peu holistique sur le yoga, le chakra, voilà, chose que je ne connais très peu, mais elle est extrêmement solaire, donc elle fera un bien fou. Donc si vous voulez une soirée entre femmes pour vous faire du bien, c'est le 10 décembre et il reste pas beaucoup de place, mais vous trouverez la billetterie sur mon compte Insta. Dans nos partenaires aussi, on voulait vraiment remercier Petite Mandigote, une marque de prêt-à-porter qu'on adore et qui habille les audacieuses ce soir. C'était un plaisir fou d'échanger avec cette marque, de pouvoir faire notre sélection et de se sentir bien dans nos vêtements, et je pense que ça concourt à l'audace. Donc merci Petite Mandigote. On a aussi la marque Merci Maman. J'ai un attachement particulier. J'ai interviewé Béatrice de Monti, la fondatrice de cette marque de bijoux personnalisés. Elle est dans mon podcast sur 1, 2, 3 pépites. Et ce soir, il nous accompagne. On a d'ailleurs 2 représentantes. Et vous aurez un très beau cadeau, je le disais en introduction. Chacune un petit bracelet personnalisé avec une médaille à graver. Donc n'hésitez pas à aller voir nos 2 Philippine et Claire qui sont à côté pour repartir avec votre cadeau personnalisé. Merci encore, merci maman. On remercie aussi Anne-Elisabeth ce soir qui nous accompagne, qui nous fait des photos, qui est spécialisée sur les photos de famille, de couple, les photos professionnelles, les mariages. N'hésitez pas à regarder son compte et à la solliciter. Et dernière marque qui nous accompagne, c'est aussi Ilado, une marque de produits pour les femmes, les mamans en l'occurrence, sur le bien-être, que des rituels, des belles choses. Là, c'est une huile qui vient de sortir pour votre corps, pour vous faire du bien, pour un bon moment où vous prenez soin de vous. Vous allez voir, elle sent très bon. Et je remercie vraiment chaleureusement Sandra, la fondatrice d'Ilado. Et moi, 2 marques bien-être aussi qui nous accompagnent ce soir, parce que quand on traverse des aléas négatifs, notamment, on a besoin de se faire du bien plus que jamais. Pardon pour mon chat dans la gorge, depuis tout à l'heure, je suis malade. On a Delicao, un chocolat gourmand enrichi en plantes, vitamines et minéraux, 100% d'origine naturelle, qu'on a goûté avec les filles juste avant et qui est délicieux. Et Absolution, des cosmétiques et soins bio naturels. Vous avez un masque et un sérum pour vous faire du bien et prendre soin de votre peau. Un grand merci Philippine encore de t'être livrée, d'avoir répondu en ping-pong à toutes nos questions et d'avoir joué aussi le jeu des questions-réponses avec la salle qui restera entre nous. Il faut venir aux événements Les Audacieuses pour avoir ce genre de moment, pour ceux qui nous écoutent, et puis pour vous toutes, merci beaucoup. On poursuit les échanges. Philippine reste avec nous, on mange, on boit, on passe un bon moment. Merci.